Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des protozoaires, qui sont des parasites eucaryotes. Donc, allons voir leurs caractéristiques générales. Donc, pour débuter, ce sont des organismes eucaryotes, oui, mais ce sont des organismes eucaryotes unicellulaires, donc formés d'une seule cellule. Et les protozoaires, ils sont vraiment très différents les uns des autres. Donc, on ne les verra pas tous, de toute évidence, aujourd'hui. Il n'y a quand même pas tant de maladies humaines que ça au Québec ou au Canada. Okay? Les protozoaires, on en retrouve beaucoup plus dans les régions chaudes, tropicales. Donc au Québec, il y en a quelques-uns. Fait que je vais vous présenter les principaux, mais on va aussi parler de quelques exemples très connus à travers le monde. Les protozoaires, peuvent se reproduire de façon asexuée ou sexuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Quand on parle d'une reproduction asexuée, c'est qu'il n'y a pas de mélange génétique. Donc, c'est un micro-organisme qui se divise par lui-même. Un exemple simple que je pourrais vous donner, c'est la scissiparité que font les bactéries ou le bourgeonnement que font les levures. Donc, c'est une reproduction asexuée. Il n'y a pas de mélange génétique. C'est le micro-organisme qui se divise et qui donne deux cellules filles. Tandis qu'une reproduction sexuée, eh bien, il va y avoir un mélange génétique. Okay? Par exemple, l'être humain, donc il y a un mélange génétique entre le spermatozoïde et l'ovule, il y a fusion des deux et on a un organisme qui est le résultat de ce mélange-là. Donc, les protozoaires peuvent faire un ou l'autre. Les protozoaires aussi peuvent former ce qu'on appelle des kystes. Et ces kystes-là, dans le fond, c'est une forme de dormance que le protozoaire va adopter s'il est en situation difficile, dans un environnement hostile. Ça va vous rappeler un petit peu les endospores que l'on retrouve chez les bactéries. Donc, les kystes des protozoaires vont être formés dans certaines circonstances et ce ne sont pas tous les protozoaires qui peuvent former un kyste. Donc, par exemple, les protozoaires aiment beaucoup les environnements qui sont humides, donc vivent dans l'eau, dans le corps humain ou quoi que ce soit, dans un animal aussi ou un insecte. Donc, si l'environnement est suffisamment humide, les protozoaires survivent et généralement, ça va bien. Mais lors par exemple, de sécheresse, donc, certains protozoaires vont former ce kyste-là, vont demeurer en dormance dans l'environnement, ou ils peuvent même former le kyste dans le corps, dans certains tissus, dans les muscles d'un animal, et éventuellement, lorsque les conditions redeviennent favorables, donc le micro-organisme reprend sa forme naturelle. Donc, les protozoaires peuvent vivre librement ou vivre dans leur hôte. En fait, il y a certains micro-organismes ou protozoaires qui peuvent faire les deux, donc vivre dans l'environnement et vivre dans un autre. Mais certains parasites vont préférer vivre dans un autre comme tel. Je pourrais donner l'exemple de la malaria, par exemple, le paludisme, dont vous voyez là, des images ici. Donc ça, c'est le stade, on appelle ça le ring, donc l'anneau, le stade de développement de la malaria, on va le voir plus tard. Mais ce protozoaire-là préfère vraiment être dans un autre. En fait, il va vivre à travers deux hôtes, soit l'anophèle femelle, qui est un moustique, et l'être humain. Mais d'autres parasites peuvent très, très bien vivre dans les étangs, dans l'eau ou dans le sol. Les protozoaires sont souvent mobiles et les moyens de locomotion vont varier d'une espèce à l'autre. Comme par exemple, les amibes vont se déplacer par des pseudopodes. Je vais vous montrer un petit vidéo là-dessus. Donc, on voit, vous voyez l'amibe, dans le fond, qui se déplace. Puis quand on parle de pseudopodes, dans le fond, c'est que le micro-organisme, on va dire, rampe. Okay? Donc, il étire sa membrane vers une extrémité et la raccourcit de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'il va se déplacer. Et des amibes, il y a des parasites chez l'humain assez importants qui peuvent causer des diarrhées sanglantes, des problèmes au niveau du cerveau. Donc, ce sont des micro-organismes qui peuvent causer des dégâts, qui peuvent entraîner la mort de certains patients. Donc, c'est quand même pas à prendre à la légère. Ces protozoaires-là, on n'en a pas beaucoup. En fait, on n'en a pas au Québec. Ça va être surtout dans des régions, encore une fois, tropicales. Moi, j'ai des amis que je connais qui ont eu des amibes, une personne qui revenait du Pérou et une personne qui revenait d'Inde, de l'Inde. Probablement en consommant des aliments contaminés, de l'eau contaminée. Donc, ils ont avalé les amibes, puis ces amibes-là se sont reproduits dans leur intestin et ça a causé toutes sortes de problèmes. Puis les problèmes causés peuvent durer plusieurs mois. Okay? Souvent, le traitement pour se débarrasser des amibes va être très long. Puis souvent, on va demander aux personnes, disons, de se réserver une toilette à la maison si vous avez la possibilité d'avoir 2 toilettes et que les membres de la famille qui eux, ne sont pas affectés utilisent une autre salle de bain, une autre toilette pour éviter qu'il y ait des contaminations croisées.
Ensuite, les paramécies, ce que l'on voit en bas à droite. Donc, eux, on en a au Québec, au Canada. Il y en a dans les cours d'eau, dans les eaux stagnantes. Ce ne sont toutefois pas des protozoaires dangereux. Donc, je vous montre ici là, des amibes, dans le fond, qui se déplacent. Et eux se déplacent à l'aide de cils. Donc, tout autour de la cellule, on va retrouver plein de petits cils, comme des petits poils, qui vont vibrer et qui vont permettre à la paramécie de se déplacer. Donc, on les voit très bien ici. Et ça peut se déplacer quand même assez rapidement. Donc, si jamais vous avez la chance de voir ça au microscope, c'est particulier, c'est intéressant à voir. Souvent, on peut même voir les paramécies se nourrir parce qu'elles ont une espèce de... C'est pas une bouche, parce qu'on parle d'une seule cellule, là, mais il y a une espèce d'invagination dans la membrane. Puis, les micro-organismes, souvent des levures ou des bactéries, vont être prises là-dedans. Et on voit même les micro-organismes se faire digérer par la paramécie. Puis, un autre groupe, les eugènes. Les eugènes aussi, il y en a au Québec, au Canada. Souvent, ce sont des protozoaires qui peuvent faire la photosynthèse. Donc, vont se déplacer vers la surface de l'eau lorsqu'il fait soleil pour absorber l'énergie solaire. Mais certains eugènes sont des parasites humains, ne font pas la photosynthèse. Et il y a des eugènes très dangereux qui causent des maladies graves. Par exemple, la trypanosomiase africaine. En fait, ça, c'est la maladie du sommeil. Donc, vous vous faites piquer par une mouche. Je ne dis pas le nom tout de suite, essayez de le deviner. Puis, vous allez avoir des problèmes neurologiques et tout. Donc, les eugènes, eux, vont se déplacer à l'aide de flagelles. Donc, on voit ici le glène et vous voyez à gauche le flagelle. Donc, au lieu d'être propulsé, dans le fond, il est comme tracté, on va le dire comme ça. Là. Donc, il se déplace dans le sens où son flagelle est. On voit plein de petits protozoaires là, qui passent à côté. Mais nous, celui qui nous intéresse, c'est vraiment l'euglène ici qui vient de faire un demi-tour et on voit le flagelle qui est devant. Autre demi-tour. Donc, des exemples de protozoaires, surtout des protozoaires qu'on retrouve ici. Donc, il y a la Giardia lamblia qui cause la jardiase ou la beaver fever. J'aime bien dire la beaver fever. Donc, ce protozoaire-là se retrouve dans les cours d'eau. Il y en a même dans le parc de la Gatineau, derrière le cégep. Donc, c'est un protozoaire qui vit dans l'intestin de mammifères, entre autres le castor, d'où le nom beaver fever. Donc, lorsque le castor libère ses excréments, il va libérer avec ses excréments des protozoaires. Ces protozoaires-là, par la suite, donc, vous allez, je sais pas moi, vous baigner, vous allez boire de l'eau. Par exemple, prenez une marche dans le parc de Gatineau, vous avez très chaud, vous voyez un beau petit ruisseau, puis il a l'air tout limpide, tout beau, tout cute. Donc, vous prenez votre bouteille ou vous mettez directement le visage dans le ruisseau, puis vous avalez quelques protozoaires et vous allez être malade, vous allez avoir des troubles digestifs, vous allez avoir de la diarrhée, c'est pas la fin du monde. Ça se traite, ça se guérit, mais c'est peut-être pas nécessairement agréable. L'autre, c'est Trichomonas vaginalis. On en a parlé lors de la première capsule vidéo dans le chapitre 1 d'introduction. Donc, lui aussi est un protozoaire qui se retrouve dans l'eau. Celui-là ne forme pas de kyste. Donc, pour se transmettre, il doit vraiment passer par un environnement qui est humide. Donc, on va voir, par exemple, si une maman est infectée, puis elle a une petite fille, donc, je ne sais pas moi, les deux vont se baigner. La maman se sèche avec la serviette, puis sèche sa petite fille. Donc, si la serviette a été mise en contact avec les régions génitales de la mère et de l'enfant, donc on pourrait avoir une transmission comme celle-là. On peut aussi avoir, et ça c'est pas le fun de le penser, mais une transmission par l'eau des toilettes. Donc, quelqu'un contaminé vos toilettes, libère Trichomonas dans l'eau, flush ou non, vous arrivez par la suite, vous faites ce que vous avez à faire, s'il y a éclaboussure, vous flushez des gouttelettes qui sont projetées et vous êtes infecté aussi. Puis ça peut être transmis par un contact sexuel aussi. Donc le gars aussi, je dis souvent que c'est la femme qui peut avoir ça, mais le gars pourrait être infecté aussi, puis le transmettre, ou bien la femme le transmet à l'homme ou l'homme le transmet à la femme lors d'un contact sexuel. Autre exemple, très présent au Québec, au Canada, moi, il y a un de mes chiens, en fait, peut-être même deux de mes chiens qui ont eu ça, Cryptosporidium. Donc, c'est un protozoaire qu'on retrouve dans l'eau. Si votre chien, vous allez au parc à chiens, vous vous promenez en forêt, il va boire de l'eau dans l'environnement. Ou même, puis ça, c'est arrivé avec une de mes chiennes, ma grosse nounoune, qui avait la mauvaise habitude de manger les excréments d'autres chiens, ou parfois même les siens. C'est un peu épouvantable. Mais dans les excréments de chiens, on peut retrouver des cryptosporidiums. Si le chien n'a pas été traité contre ces protozoaires-là, il peut en être affecté. Donc, ce sont des protozoaires qui existent et ils peuvent être transmis à l'être humain.
D'ailleurs, l'image que vous voyez à droite, c'est une coloration qui a été faite à partir d'excréments humains. Donc, on fait une coloration particulière pour détecter la présence des zoocystes, donc un peu la partie reproductive là, qui est libérée par les selles du patient, puis on en détecte la présence. Donc, par exemple, si votre chien est infecté, puis là, on le sait, bon, les chiens, ça se lèche à des endroits qui ne sont pas recommandables, pour en avoir au niveau de la bouche. Puis là, si vous laissez le chien vous lécher au niveau du visage, ou des choses des fois que j'ai vues puis que moi je ne ferais jamais, c'est par exemple soit un popsicle ou un cornet de crème glacée. Vous le mangez, vous laissez votre chien licher un petit peu, pour ça vous continuez à le licher, pas une bonne idée. Puis toute évidence aussi, là, lorsque vous ramassez les excréments de votre chien, oui, on utilise un petit sac, mais parfois bon, on peut en avoir sur les doigts, le sac est percé, mal placé, peu importe. Là. Imaginez la scène. Donc, vous vous contaminez comme ça, puis vous allez avoir des problèmes, des diarrhées, des choses comme ça. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer là, sur les différents liens qui sont là. C'est de l'information complémentaire sur la maladie. Celui-là, Plasmodium ou la malaria, qu'on appelle aussi le paludisme. Donc, maladie causée, vous pouvez l'écrire, le malaria ou paludisme. Malaria, en fait, c'est le terme italien qui veut dire mauvais air. Parce qu'on croyait que, puis un peu avec raison, parce que c'est quand même un moustique qui le transmet. Donc, on disait que c'est une maladie qui provenait de l'air. Mais dans les faits, c'est un moustique. C'est l'anophèle femelle. Pourquoi la femelle? Parce que c'est elle qui pond les œufs. Okay? Les moustiques mâles, l'anophèle mâle est là simplement pour transmettre son sperme à l'anophèle femelle. L'anophèle femelle conserve le sperme du mâle. L'anophèle femelle va aller piquer un être humain, puis si cet humain-là est lui-même infecté par le paludisme, donc le moustique va absorber le sang, mais en même temps va absorber ce qu'on appelle les gamétocytes qui sont présents au niveau du sang de l'être humain. Et le moustique va être contaminé. Il va y avoir reproduction du parasite dans le moustique. Là, le moustique, bon, elle a pris son repas de sang, elle va développer ses œufs, elle va les pondre. Mais au courant de sa vie, qui est environ 1 mois, le moustique peut, on va dire, faire 2 pontes. Okay? Donc, si le moustique veut faire une autre ponte, il va devoir piquer quelqu'un d'autre. Donc là, on a un moustique infecté qui a été infecté par la première piqûre. Donc, il a piqué quelqu'un qui était lui-même atteint de la malaria. Le moustique est porteur maintenant du parasite. Le moustique, pas le moustique, mais le protozoaire se multiplie dans le moustique et va aller se loger dans les glandes salivaires du moustique. Donc, lors de la deuxième piqûre, là, le moustique va transférer des protozoaires de la malaria chez une deuxième personne. Et là, on va infecter cette personne-là. D'accord? Donc, si on veut compléter les petites lignes, là, ça vous fatigue quand il y a des lignes dans les notes de cours. Donc, maladie causée, c'est le paludisme ou la malaria. Le vecteur, qu'on appelle l'hôte définitif, c'est là où la reproduction sexuée a lieu. C'est l'anophèle, je peux vous l'écrire. Donc, anophèle femelle. Puis l'autre intermédiaire, ben, c'est l'humain. Puis là, juste pour compléter, paludisme ou malaria. Okay? Puis le protozoaire, son nom, c'est Plasmodium, ça c'est le genre. Puis les espèces, il y a Plasmodium vivax falciparum. Falciparum, c'est probablement l'espèce la plus, on va dire, problématique pour l'être humain. C'est celle qui cause les symptômes les plus importants. Puis vous avez malarié et ovalé, puis il y a quelques autres espèces peut-être un petit peu moins importantes. Le cycle de vie, vous n'avez absolument pas à apprendre tout ça. Okay? C'est assez complexe. Je vais aller vous le montrer sur une autre image. Mais vous n'avez pas à apprendre tout ça. Ça ne donne absolument rien. Par contre, les 3 éléments qui sont ici, là, je m'attends à ce que vous sachiez cela. Donc, juste pour l'expliquer en gros. Donc, comme je l'ai dit, vous avez votre moustique ici qui est déjà porteur du parasite. Okay? On va dire qu'il a déjà piqué un humain puis il est lui-même infecté. En fait, quand le moustique absorbe les protozoaires provenant de l'humain, il y a reproduction sexuée dans son tube digestif et donc c'est ce qu'on appelle les gamétocytes qui sont récupérés du sang humain. Ça devient des gamètes mâles et femelles dans le moustique. Il va y avoir fusion d'un gamète mâle et d'une gamète femelle, donc il y a reproduction sexuée, ce qui forme le zygote. Le zygote, éventuellement, va devenir ce qu'on appelle un ookinète et un oocyste. Puis dans l'oocyste, il va y avoir production de plein de sporozoïtes.
éventuellement, ces sporozoïtes-là vont quitter l'intestin et vont atteindre les glandes salivaires. Donc, on est rendu là. Il y a plein de sporozoïtes dans les glandes salivaires du moustique. L'anophèle femelle est prête à faire sa deuxième ponte, donc elle doit piquer, elle doit aller chercher du sang pour nourrir et développer ses œufs. Donc, elle pique une personne, mais en piquant, souvent les moustiques vont injecter des substances un petit peu analgésiantes ou analgésiques pour éviter que la personne se réveille puis l'écrase ou quoi que ce soit. Donc, le moustique injecte les sporozoïtes. Donc, ces sporozoïtes-là vont, via le sang, se déplacer vers le foie et au niveau du foie vont devenir des mérozoïtes. Donc là, il va y avoir reproduction asexuée, donc on va juste reproduire en grande quantité les protozoaires de la malaria. Ces cellules-là, qui s'accumulent là, dans une cellule qu'on appelle un schizonte, c'est pas important. Quand le schizonte éclate, ça libère plein de cellules mérozoïtes dans le sang. Ces mérozoïtes-là vont atteindre les globules rouges, et là, ils vont devenir des trophozoïtes. Ils vont se multiplier. Une partie d'entre eux vont redevenir des mérozoïtes, puis vont infecter d'autres globules rouges, donc une espèce de cycle qui peut continuer assez longtemps. Mais certaines cellules présentes au niveau sanguin vont devenir, non pas des mérozoïtes, mais des gamétocytes, donc des cellules reproductives du protozoaire qui seront captées par un autre moustique, et là, le cycle va continuer comme ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cycle qui est très complexe. En fait, ce que je peux faire pour ceux, là, il y en a peut-être qui ont un intérêt pour en apprendre plus sur la malaria, j'ai suivi un cours récemment en ligne là, avec l'Université d'Harvard juste sur la malaria. Okay? C'était un cours extrêmement intéressant. Puis j'ai fait un petit résumé de ça, que j'ai fait une capsule, un peu comme la capsule que vous regardez. Là, j'ai fait une capsule YouTube. Donc, je vais mettre le lien en haut ici, maintenant. Donc, vous pourrez cliquer dessus si ça vous intéresse pour en savoir plus sur la malaria. Puis, j'explique là, vraiment plein de choses intéressantes là-dessus. Ça, c'est juste une autre image qui explique le cycle de vie. On passe là-dessus. Où on retrouve la malaria, donc c'est surtout au niveau, on va dire, de l'équateur. En fait, avant, là, il y a peut-être 100 ans, la malaria, il y en avait partout, ou presque. Okay? Même au Canada, on a eu des cas de malaria. Au début en fait, en 1900, les seuls endroits où il n'y avait pas de malaria, là, je le dis dans ma petite vidéo d'ailleurs, c'était au Groenland, en Islande, en Mongolie, puis je pense qu'il y avait l'Uruguay aussi, qui étaient les seuls endroits au monde où il n'y avait pas de malaria. 50 ans plus tard, une bonne partie de l'Amérique du Nord était exempte de malaria, donc il y a eu des traitements qui ont été donnés, il y a eu de l'assèchement de marais, élimination de moustiques, bref. Mais il y a des endroits où c'est plus difficile. Donc, Amérique centrale, Amérique du Sud, l'Afrique, d'ailleurs, c'est en Afrique qu'on retrouve le plus de cas de malaria dans le monde. Puis les cas souvent un petit peu plus graves aussi là, avec Plasmodium falciparum et aussi le vecteur, donc l'anophèle femelle. Mais dans les vecteurs, il y a plusieurs types de vecteurs aussi. Pas de type, mais d'espèces. Puis l'espèce Anopheles gambiae, qui se retrouve en Afrique, c'est elle qui est la plus, on va dire, attirée par l'être humain. Donc, elle a plus de chances de piquer et de transmettre le parasite. Puis bon, ensuite, il y a l'Asie du Sud-Est là, qui peut être assez touchée par la malaria. Mais il y a des traitements qui existent, de la prévention, il y a plein de choses. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, je pourrais partir 2 heures là-dessus, mais allez voir la vidéo, c'est super intéressant. Donc, il y a des traitements qui existent. D'ailleurs, moi, je suis allé une fois au Pérou, 3 fois au Guatemala, et j'ai dû prendre de la chloroquine ou des dérivés de chloroquine pour éviter de tomber malade. Donc, je prenais le médicament une semaine avant de partir, à chaque semaine pendant mon voyage, puis pendant 3 semaines à mon retour. Donc, mon corps était plein de la molécule qui empêchait les protozoaires de se multiplier ou de s'installer dans mes cellules, et ça a prévenu l'infection. Peut-être que je n'ai jamais été piqué non plus. Okay? Ça avait réglé le problème à la base, mais on ne prend pas de chance. Quand on va dans des pays où la maladie peut être endémique, donc présente partout, on prend les médicaments, puis ça nous sauve bien des problèmes. L'éradication, techniquement, elle est possible. Okay? Je vais donner un exemple extrême. Là. Si demain matin, toutes les personnes sur la Terre, 8 milliards d'individus, prennent des médicaments contre la malaria pendant 3 mois, on élimine la malaria. Pourquoi? Parce que les moustiques qui étaient porteurs du protozoaire vont être morts, parce que leur durée de vie est de 1 mois. Et en ayant guéri tout le monde, ou traité tout le monde contre la malaria, le parasite n'existera plus. Donc, même si des moustiques nous piquent par la suite,
il n'y aura plus de parasites vivants dans notre sang, donc on éliminerait la malaria comme ça. Mais est-ce que c'est possible? Plus ou moins. Mais il y a beaucoup d'efforts dans plusieurs pays pour endiguer les épidémies de malaria. On fait beaucoup de contrôles. Là. Les gens couchent sous des moustiquaires imbibés d'insecticides. On vaporise des insecticides sur les murs des maisons. On étend des larvicides. Bref, il y a plein de stratégies. On développe des nouveaux médicaments aussi. Donc, il y a plein de stratégies que l'on étudie, que l'on teste pour contrôler et, on espère, éliminer la malaria des différents pays où il y en a encore. Ouais, je dis failed parce que on avait prédit que d'ici 2020, on pourrait éradiquer la malaria dans plusieurs pays. On est rendu en 2021, puis c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de malaria, malheureusement. Un autre, donc je change, Toxoplasma gondii. Celui-là aussi, il existe et il devient une réalité plus préoccupante pour les gens qui ont des chats, surtout si vous êtes une femme et que vous êtes enceinte. Pourquoi? Quel est le lien entre tout ça? C'est que si vous avez un chat, il est possible qu'il soit infecté par Toxoplasma gondii. Le chat lui-même n'en souffrira pas trop, il n'y aura pas nécessairement de symptômes, pas un problème. Par contre, il va en libérer des oocytes, du protozoaire, dans ses selles. Et bon, c'est pas le chat qui ramasse ses selles lui-même, on s'entend là-dessus, donc c'est les personnes, les propriétaires du chat qui vont aller dans la litière et ramasser le tout. Mais par les poussières qui sont produites ou quoi que ce soit, donc vous pourriez inhaler, puis on ne l'espère pas, avaler le protozoaire comme tel. Pour des personnes en santé, pour des adultes, femmes qui n'est pas enceinte, ces protozoaires-là, c'est pas un problème. Le problème ou le danger, je devrais dire, c'est lorsqu'une femme est enceinte, le protozoaire pourrait atteindre le fœtus et l'affecter au point où la femme pourrait perdre l'enfant. Donc, c'est quand même à prendre au sérieux lorsqu'une femme est enceinte. Comme moi, par exemple, quand ma conjointe était enceinte de notre premier garçon, on avait encore un chat à l'époque. Puis éventuellement, on s'est, je ne dirais pas de débarrasser, on a donné le chat à des personnes qui le voulaient parce que moi, j'étais trop allergique, là, fait que c'était pas le fun. Mais pendant la grossesse, c'est moi qui vidais la litière du chat pour éviter justement que ma conjointe ait à le faire et qu'il y ait un problème. On s'entend que normalement, si une femme a déjà été en contact avec le protozoaire avant d'être enceinte, elle a probablement développé une immunité contre le parasite. Donc, techniquement, il y aurait eu moins de chances que mon enfant ne souffre de cette infection-là, mais on n'a pas pris de chance, puis c'est moi qui ai vidé la litière. Voilà. Si vous voulez, encore une fois, il y a des liens pour avoir plus d'informations sur la maladie, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais l'essentiel, ou ce qui sera important pour l'examen, c'est ce que moi je vous dis. Et ça, gang, c'est une chose assez particulière. Là. Si vous êtes amateur d'émissions ou de films de zombies, là, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, ça fait réfléchir. Okay? Dans le monde microbien, il y a plusieurs espèces. Il y a des vers, il y a des mycètes, puis il y a des protozoaires qui peuvent aller jouer au niveau du cerveau de leur hôte, puis lui faire des choses contre son gré, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, par exemple, un rat ou une souris mange quelque chose et ce quelque chose-là, ou boit de l'eau qui est contaminée par Toxoplasma. Donc, la souris, le rat, va être contaminé par ce protozoaire-là. Le protozoaire va aller agir au niveau du cerveau du rat et va faire en sorte que le rat va être attiré par l'odeur d'urine de chat. Et là, quand tu es attiré par l'odeur d'urine de chat, c'est parce que tu te diriges vers un endroit où il y a des chats. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, si le rat se rapproche d'un endroit où il y a des chats, bien, il y a des chances que le chat l'attaque puis le tue. Okay? Et là, regardez bien. Le protozoaire, donc, va au niveau du cerveau et agit au niveau du cerveau du rat, mais il va aussi produire des cellules qui vont aller se loger dans les muscles du rat. Donc, si le chat mange le rat, il va manger quoi normalement? Il va manger les muscles, on va manger la viande du rat. Donc, le chat va se contaminer par la viande de rat infectée et le cycle de vie du protozoaire va se compléter. Okay? Parce que la reproduction sexuée comme telle du protozoaire se fait chez le chat. Donc, le protozoaire a besoin du chat. Donc, c'est fou, pensez-y, là. Le rat est attiré par l'odeur du chat, ce qui fait en sorte que le protozoaire qui est dans le rat a plus de chances de se retrouver
dans le tube digestif d'un chat. Okay? C'est fort quand vous pensez à ça. Fait que, il n'y a rien à un moment donné qui pourrait... Au lieu d'avoir une pandémie de COVID, là, on pourrait avoir une pandémie de protozoaires ou de mycètes ou de vers qui agit sur notre cerveau et qui nous fait faire plein de niaiseries. Okay? Quoique des fois, j'essaie de me consoler en regardant mes concitoyens humains, des fois que je trouve un petit peu nono, puis je me dis qu'ils ont peut-être une infection quelconque qui leur fait faire des choses qu'ils ne devraient pas. Anyways. Bref, c'est quand même assez spécial. Autres protozoaires, donc les amibes, j'en ai parlé tantôt, se déplacent par des pseudopodes. Antemobé histolytica, okay, il y a un beau petit lien. Ça, c'est une vidéo YouTube. C'est un gars qui fait des dessins, puis il explique la reproduction, l'infection par des amibes. C'est super bien fait. Donc, vous pouvez aller le voir. C'est en anglais, mais c'est très, très, très bien fait. Donc, ces amibes-là, comme je l'ai dit, là, infectent le tube digestif, problème de diarrhée sanglante, ça prend des médicaments. Une personne donc que je connais qui a eu des amibes a dû faire venir ces médicaments d'Angleterre parce qu'au Canada, c'est tellement rare comme infection qu'on n'avait même pas en stock les médicaments requis. On a fait venir donc les médicaments d'Angleterre. Puis pourquoi l'Angleterre? C'est que l'Inde était une ancienne colonie anglaise, fait qu'il y avait encore beaucoup de commerce puis de gens qui voyageaient entre l'Angleterre et l'Inde. Donc, eux avaient accès à des stocks de médicaments contre les amibes. Mais ici, au Québec, Canada, c'est pas quelque chose qui est fréquent. En fait, ça n'existe pratiquement pas. Les eugènes, j'en ai parlé tantôt, donc eux se déplacent par des flagelles. Le premier, okay, c'est Trypanosoma brucei gambiaceae, donc trypanosomiase africaine, cause de maladie du sommeil. Encore une fois, des vidéos que vous pouvez aller voir. Puis une petite vidéo intéressante, là, vous avez peut-être déjà vu cette émission-là, c'est Monsters Inside Me. Donc, c'est une série télé où on filme, puis c'est un peu de façon dramatique, là, des personnes qui ont des infections bizarres, puis là, on vous montre les vers, protozoaires, bactéries qui infectent ces personnes-là, puis là, c'est épouvantable. Mais bon, dans ce cas-ci, je crois que c'était un type qui était allé faire un safari en Afrique, s'est fait piquer par la mouche, puis la mouche, là, je vais le dire, tantôt, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, c'est une mouche qui a un nom bizarre, elle s'appelle la mouche tsetse. Donc, la mouche tsetse, un peu comme l'anophèle femelle pour la malaria, donc vous pique, vous transmet ce parasite. Ce parasite va aller jouer avec votre système nerveux sans vous rendre zombie, là, cette fois, causer des léthargies. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du sommeil, là, pas d'énergie, fatigue, etc. Fièvre, il y a plein de choses pas le fun là, avec ça. Dans certains cas, ça peut être mortel, mais pas automatiquement. L'autre euglène, celui-là, il existe en Amérique. C'est la Trypanosoma cruzi, l'espèce, et elle cause la maladie de Chagas ou trypanosomiase américaine. Le vecteur s'appelle la réduve. En anglais, le vecteur, on l'appelle le kissing bug. Donc, si par exemple, vous êtes déjà infecté par ce protozoaire-là, un kissing bug, une réduve, va venir et va vous piquer. En vous piquant, elle se contamine. Donc, elle se contamine, son cycle reproductif se fait dans son tube digestif, un peu comme l'anophèle femelle. Et l'insecte va venir vous piquer ou piquer quelqu'un d'autre. Okay? En piquant la personne, donc, va absorber du sang, ça c'est une chose. Mais comment il transmet le parasite, c'est pas par la piqûre comme telle, mais c'est par ces matières fécales. Donc, ces matières fécales-là peuvent entrer dans votre corps par vos yeux, par une lésion sur la peau, par une lésion près des lèvres, de la bouche, etc. Donc, c'est pas super intéressant de savoir là, qu'un insecte vous a déféqué dessus et qu'une certaine partie de ces excréments sont entrés en vous et vous ont contaminé avec un protozoaire. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait de savoir que j'ai été infecté de cette façon-là. Voilà. Et une petite dernière, pas la plus intéressante non plus, c'est une maladie à protozoaire assez grave qu'on trouve dans les régions tropicales. Donc, heureusement, vous n'aurez pas d'infection de ce type-là au Québec, au Canada, à moins que quelqu'un revienne au pays et ait été contaminé là, dans son voyage. Donc, dans ce cas-ci, c'est une maladie qu'on appelle la leishmaniose, qui peut être cutanée, là, vous le voyez sur les images, ou viscérale, peut causer des plaies assez importantes.
Donc, le vecteur dans ce cas-ci, c'est le phlebotum femelle, ou on appelle aussi la sandfly. Donc, c'est des espèces différentes. Là. On a eu l'anophèle, on a eu la mouche tsetse, on a eu la réduve. Donc, dans ce cas-ci, c'est le phlebotum femelle ou sandfly. En passant, ça ferait des belles questions choix multiples. OK, les vecteurs et tout ça. Là. Bref, pensez-y. Donc, Leishmania, donc c'est un protozoaire qui est flagellé. Là, vous le voyez sur l'image qui est ici. C'est un protozoaire qui peut être très dangereux, qui va causer des problèmes assez importants, qui peut, dans les pires cas, entraîner la mort. Donc, c'est quand même pas bénin. Puis encore une fois, là, c'est dans certaines régions plus tropicales où on va retrouver. Donc, dans le fond, pour que cette maladie-là se transmette, il faut que l'on soit situé dans un endroit ou dans un pays où le moustique ou la mouche, dans ce cas-ci, okay, la sandfly, soit présente. Puis en fonction du pays aussi que vous visitez, bien, ça dépend des régions. Par exemple, au Pérou, si vous allez dans le nord du Pérou, c'est la forêt amazonienne. Donc, vous avez peut-être plus de chances d'attraper la leishmaniose, d'attraper la malaria ou quoi que ce soit. Tandis que si vous allez dans les régions montagneuses, plus on va dire au centre-sud du pays, par exemple, vous allez à Cusco, qui est une ville inca, c'est superbe, je suis allé, c'est merveilleux, qui est située à 3000 mètres d'altitude. À 3000 mètres d'altitude, il n'y a pas de moustiques de ce type-là. Donc, il y a moins de danger. En fait, il n'y a pas de danger d'attraper la malaria ou quoi que ce soit. Mais si vous allez dans les régions plus au niveau de la mer ou dans la forêt tropicale, là, vous avez plus de chances de l'attraper. Donc voilà, ça termine le chapitre sur les protozoaires, des bestioles qu'on connaissait, ben, en tout cas je prends pour acquis qu'on connaît moins, parce que par expérience, c'est souvent les chapitres qui sont les moins bien connus des étudiants. Souvent on connaît les bactéries, les virus, les vers éventuellement qu'on verra à la prochaine capsule, mais les protozoaires, souvent, c'est pas des notions que l'on possède. Donc j'espère que vous avez appris un truc ou deux. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ne vous gênez pas. Bonne journée.